Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur. Je vous présente des experts dont le travail depuis des années vise à accélérer l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Aujourd'hui, je rencontre Jean-Claude Legrand, directeur général des relations humaines de L'Oréal au niveau mondial. Il va nous expliquer en quoi l'entreprise en général et L'Oréal en particulier est un puissant vecteur d'ascension sociale, d'inclusion et de diversité. J'en profite pour le remercier de soutenir Bienvenue dans l'ascenseur, car sans L'Oréal, ce podcast n'aurait pu voir le jour. Bonjour Jean-Claude Legrand. Bonjour Anne-Cécile. Alors Jean-Claude, aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format, un format de hors-série où on fait parler des experts de l'ascension sociale, qu'ils soient des chercheurs, des sociologues ou des gens d'entreprise comme toi. Donc, tu diriges les relations humaines de L'Oréal, du groupe L'Oréal, depuis plusieurs années maintenant. Déjà, je voudrais savoir en quoi l'entreprise, en tant qu'entité, est-elle vecteur d'ascension sociale ? Elle est à plusieurs titres, mais tu vois, c'est intéressant cette expression parce que, par exemple, dans notre jargon l'oralien, quand on parle de formation, aujourd'hui les gens jargonnants à l'extérieur parlent de learning, nous on parle d'éducation permanente. On parle d'élever les gens, on parle de les développer, on les parle d'essayer de les tirer vers le haut. Donc plein de choses qui montrent qu'il est possible de se transformer et de s'élever en prenant l'ascenseur. Donc là, tu me parles de L'Oréal, mais plus généralement, quel est le rôle de l'entreprise en tant qu'entité économique du pays dans la question de l'ascension sociale par rapport, par exemple, aux services publics, à la société en général ? Tu sais, en fait, c'est probablement parce que, comme tu le disais, ça fait quelques années que je suis chez L'Oréal et encore plus longtemps que je suis dans la vie professionnelle. Mais quand je suis confronté à des gens plus jeunes ou plus nouveaux, et c'est vrai pour L'Oréal, mais c'est vrai pour tout le monde, moi, tu vois, je considère que L'Oréal est mon entreprise et pas mon employeur uniquement. Et la question, c'est quel rôle je peux jouer, quelle marge de manœuvre j'ai, quelle liberté d'entreprendre je peux avoir, de prendre des initiatives. C'est la même chose dans tout dans la vie. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a plutôt limité les choses, qu'on est plutôt dans un monde dont les horizons se limitent, qui crée les tensions dans lesquelles on est, plutôt qu'un monde dans lequel on ouvre des possibilités. Pour moi, l'entreprise, c'est un monde d'ouverture. C'est un monde d'ouverture sur l'international. C'est un monde d'ouverture sur plein de métiers. J'ai eu la chance, ça fait une 30aine d'années que je travaille pour L'Oréal, mais j'ai pas travaillé que pour L'Oréal. Je travaille aussi dans d'autres entreprises. J'ai vu multitude de cas très différents et je pense que l'entreprise est une richesse extraordinaire d'ouverture. Et c'est en ça qu'elle est malheureusement méconnue et c'est désespérant d'imaginer que les gens ne veulent pas mieux la connaître, mieux la découvrir et travailler pour elle. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors concrètement, l'ascension sociale chez L'Oréal, ça passe d'abord probablement par un recrutement sur des profils plus larges que ce que des grands groupes comme L'Oréal peuvent faire d'habitude. Ouais, en fait, tu sais, ça passe surtout par l'idée de se dire, L'Oréal, beaucoup d'entre nous, et c'est mon cas, sont des gens qui viennent des classes moyennes. Et c'est quelque chose qui est assumé, tu vois, c'est pas quelque chose dont on se cache. Et pour nous, L'Oréal, c'est une occasion extraordinaire de progresser. Et en fait, si tu veux, c'est comme ça qu'on vit l'entreprise aussi. Pourquoi ? Parce que, quand c'est mon cas, quand on vient des classes moyennes, on a faim. On a plus de niaque, tu vois, qui est par ailleurs une question que moi, je peux me poser sur mes propres enfants, par exemple. Il est évident que moi, mon père, il est autodidacte, ma maman, elle était commerçante, elle travaillait tous les week-ends, tous les samedis, j'allais dans sa boutique. Bon, moi, j'ai été élevé dans cet univers-là. Je te dis tout de suite, j'avais très, très envie de m'en sortir et de faire mieux. Non pas parce que ce qu'ils faisaient n'était pas bien, mais parce que je pensais que je pouvais faire d'autres choses différemment. Tu vois, avoir le bac, par exemple, c'était déjà mieux parce que c'était un progrès. Ou bon, c'est pour ça que très rapidement, on a ouvert nos processus de recrutement. D'abord, c'est extrêmement important dans des très grandes écoles, des grandes universités, par des systèmes de bourse, par exemple, que L'Oréal pratique depuis de nombreuses années, de permettre à des gens qui n'auraient pas eu accès à ces écoles, des gens qui ne savaient même pas que, je sais pas, Sciences Po existait, puissent avoir accès et voir et rencontrer. C'est pour ça que depuis le premier jour, et c'est une des raisons qui m'a amené à m'occuper de ces questions-là, c'est en rencontrant Richard Descoings au tournant des années 2000. L'ancien patron de Sciences Po. Oui, de rencontrer Richard Descoings au début des années 2000, de me rendre compte que quand il part dans cette filière CEP
Donc dans des zones, tu peux les appeler REP, REP+, ZEP, enfin ce que tu veux, qui d'ailleurs se sont déplacés. Parce que ce qui était très vrai quand même dans la banlieue parisienne, et moi aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui, par exemple, dans des zones, dans cette diagonale du vide, au centre de la France, dans des territoires ruraux, où les gens n'ont pas vraiment de perspective, et même s'ils passent leur journée à s'abrutir sur TikTok ou Instagram, ils voient pas très bien comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et donc, ou tu permets à des gens qui ont vraiment des grandes qualités d'intégrer ces écoles, ou tu vas à la rencontre des gens qui sont pas à l'origine toujours là où tu chasses, où tu pêches. Donc il faut à la fois diversifier ton réservoir de talent dans tes grandes écoles ou grandes universités ou tes grandes écoles d'ingénieurs, et en même temps avoir le courage d'aller mener des activités de recrutement. Tu vois, par exemple, il y a très longtemps en France, et ça continue, j'avais notamment mené avec d'autres une opération qui s'appelait Phoenix, qui consistait à aller recruter à la fac. Voilà. Et à la fac, Alors que la il y a des gens fac, très c'était bien. moins tendance il y a quelques années Oui, qu'aujourd'hui. c'était pas du tout voilà. un lieu où tu allais recruter. Tu sais, c'était une de mes blagues que je peux te livrer. C'est de dire, tiens, à l'époque, à l'oral, il n'y a pas que des gens qui sont diplômés d'HEC, il y a aussi des gens qui sont diplômés de l'ESSEC. Donc ça, c'était la blague en cours. Donc ça veut dire que quand même, il y a eu un travail qui a été fait d'ouverture Il y a un des travail recrutements. d'ouverture, mais sans perdre l'excellence. Parce que toute l'idée, c'est que c'est pas parce que tu t'ouvres que tu peux être moins exigeant. C'est des débats sans fin sur la discrimination positive et d'autres sujets, mais garder ton exigence, ton excellence, et permettre à des gens qui n'avaient pas imaginé que c'était possible de le devenir. Alors, il y a recruter plus large, donc Il y a recruter en avec- ayant le moins voilà, de biais possible, en ayant le moins de biais possible. Et il y a aussi sans baisser ton fidéliser. niveau. Oui, garder, conserver. Donc, fidéliser, avant de fidéliser des profils justement qui viennent de milieux modestes, peut-être, il y a la question de l'inclusion. Tu vois, il y a une dizaine d'années, le président et directeur général de L'Oréal à l'époque, aujourd'hui président de L'Oréal, Jean-Paul Agon, a mis en œuvre un premier programme qui s'appelait Simplicity, qui s'est beaucoup appuyé sur des travaux d'un chercheur qui est un consultant du BCG qui s'appelle Yves Morieux. J'encourage tout le monde à regarder les vidéos d'Yves Morieux, de bien comprendre ce qui peut bloquer par moment les choses et comment on peut amener un autre leadership. Tu vois, par exemple, notre leadership à l'époque, il était quand même essentiellement un leader seul, qui entraîne les autres et pas nécessairement le collectif. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, tu vois, l'équipe est le nouvel héros, on fait des feedbacks, bon. C'est pas des choses faciles. Et puis ensuite, avec l'arrivée de Nicolas Hieronymus il y a quelques années, on a fait une deuxième version qui s'appelle Simplicity 2, où on essaye de s'attaquer à ces problèmes de charge de travail, entre guillemets de pression. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait des programmes comme ces deux programmes-là qu'on doit baisser l'exigence. C'est souvent ce que j'explique à mes équipes. Mais tout ça, tu peux le faire dans un cadre qui peut être aussi, j'aime pas non plus ce mot, mais beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus à l'écoute, pas imaginer que simplement les plus forts s'en sortiront. Tu vois, c'est intéressant, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle en entreprise. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens les moins forts, si tu l'implémentes dans un centre de service, dans un call center, tu te rends compte que les gens les moins forts deviennent meilleurs. Mais c'est génial. Et les gens qui étaient les plus forts, ils sont tout aussi forts, ils ont plus d'infos. Mais la personne qui connaissait pas les réponses, qui savait pas, qui mettait du temps à les trouver, elle y a accès immédiatement. Donc elle répond plus vite, elle répond mieux. C'est une très bonne nouvelle. Si tout le monde peut être augmenté, si justement on se tire vers le haut, on revient sur ton idée du départ. Moi, justement, tu vois, moi j'ai connu un L'Oréal où, par exemple, on se concentrait sur un petit nombre d'individus. Aujourd'hui, on se dit, on peut embarquer dans l'aventure beaucoup plus de talent. Maintenant, à quoi tu es bon? Tu vois, c'est tout le travail qu'on met. Alors, je sais, c'est amusant, je pensais à ça avant cet entretien, parce qu'il y a plein de débats sur l'importance ou pas, avec une dimension conservatrice de Julia de Funès, que j'en profite pour saluer. Et donc, du coup, si tu veux, moi, tout ça, j'achète pas ça. C'est pas une question de conservatisme. La question, c'est, oui, on peut être tous bons à quelque chose, et très bons à quelque chose. La question, c'est comment je t'identifie. Tu vois, tous les systèmes que nous, on met en place, là, on vient de mettre un système en place où les gens peuvent identifier, déclarer, évaluer leurs compétences pour ensuite aller chercher des formations. Ça, c'est un outil qui me permet d'embarquer dans l'aventure beaucoup plus de monde que de dire, je me concentre sur 1% des gens, que c'est uniquement cela mes talents. Parce qu'ils ont la bonne école, parce qu'ils ont la bonne posture, parce qu'ils ont la bonne histoire. C'est une énorme erreur. Nous qui sommes une entreprise mondiale, en plus mes références, elles ne matchent pas nécessairement, et même pas du tout, avec ce qui pourrait se passer en Indonésie, au Brésil ou en Chine. Même si, et c'est quelque chose que j'ai découvert parce qu'il y a 25 ans, je me suis occupé de recrutement, il y a bien 450 grandes écoles dans le monde,
que les gens te disent que c'est qu'un phénomène français, mais ils disent non, il y a qu'en France où tu as, j'en sais rien, HEC, Polytechnique Centrale. Non, c'est pareil partout dans le monde. Au bout de 2 minutes, en Afrique du Sud, il va dire voilà la meilleure université ou la meilleure école. Au Japon, c'est pareil. Je vais pas toutes te les citer. Ce sont aussi nos partenaires. Maintenant, on mène la même démarche, et à la fois les ouvrir et en même temps d'avoir la curiosité d'aller chasser dans d'autres endroits. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, dans les talents qu'il faut avoir manifestement ou développer chez L'Oréal, tu as parlé d'être entrepreneur. Oui. Donc, j'avais envie, moi, de te parler plutôt du mouvement, la question d'être en mouvement permanent. Et je crois que vous traduisez ça dans la progression des gens. C'est-à-dire qu'en gros, on reste pas plus de 3 ans dans un même poste. C'est intéressant parce que dans le projet dont je te parlais, la Simplicity 1, justement, on a expliqué qu'il fallait quand même eat what you cook. Parce qu'on avait une tendance à bouger trop vite, les gens. Ah, Ce oui. qui à la fois les fatigue, et en même temps, ils ne voient pas nécessairement le travail et les résultats de leur travail. Alors par moments, ça les arrange parce que ils partent au milieu du gué et puis à l'équipe d'après de se démerder, mais en même temps, c'est épuisant. Donc effectivement, on a quand même un peu ralenti parce qu'on est une machine extraordinaire à promouvoir, à faire des milliers de mouvements, à avoir 1500, 1600 personnes qui travaillent à l'international, qui sont expatriées. C'est 2 ou 3 fois plus que ce que d'autres grands groupes français font de notre taille. Donc c'est tout un savoir-faire de pouvoir faire des carrières internationales, de pouvoir faire des changements de métier, pas uniquement des promotions de façon verticale. Mais cette idée de permettre à des gens chaque année, et plusieurs milliers d'entre eux, et on a un outil de mobilité interne aujourd'hui, d'ailleurs c'est des grands débats, parce que cet outil permet aux gens eux-mêmes de postuler, sans nécessairement que le manager, alors il faut des conditions, mais tout ce qui va permettre à des gens de se réaliser, de se développer, de mieux se connaître, c'est fondamental. Donc ce mouvement-là est la base, pour nous, de notre politique humaine. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais revenir dessus. Mais donc, c'est fini, tous les rituels un peu violents qui existaient, les salles de confrontation, les trucs comme Elle ça. a changé de nom. Mais et c'est pas C'était quoi, elle s'appelait la salle de exactement? Ben non, il y a rien. La confrontation, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer dans notre culture. La confrontation des idées, des points, c'est aussi quelque chose de très positif. La question, c'est comment je te confronte. Si ça devient personnel, si c'est une attaque, si plutôt que de te dire ton idée, elle est pas très bonne, ou ton produit, je comprends pas, ou ton claim ne me dit rien, ou je vois pas ce qui est écrit sur le packaging. Ça, c'est une discussion. Maintenant, si d'un seul coup, je dis quel est l'abruti qui a fait cette espèce de publicité stupide, ou pourquoi vous avez pris cette voix qui ressemble à rien, ou pourquoi, voilà, ce qui n'allait pas, mais c'est aussi une question de génération. Bien sûr. Moi, bien on est la même génération, on était intermédiaire. Mon grand-père n'était pas toujours facile. C'est aussi une forme de brutalité dans les rapports. Et non pas qu'avant c'était mieux ou moins bien. Moi, je cultive pas du tout ce genre de nostalgie. C'est des grandes radios périphériques parisiennes pour cultiver la nostalgie en permanence. Et c'était mieux avant. Mais c'est aucun intérêt de dire ça. C'est complètement faux. Ça nous rend pas service en plus, collectivement à la société. Je pense que c'est mieux de se dire voilà ce qu'on peut tirer de bien de notre passé, mais surtout on le projette, on se fait confiance, on essaye d'aller de l'avant plutôt que d'être dans la défiance permanente. Et donc cultiver la nostalgie, c'est cultiver cette idée de défiance, de vraiment, les gars, avant c'était mieux, ou mieux encore la nouvelle génération qui vient de voir en disant, on a tous des enfants, qu'est-ce que vous avez mal fait? On n'en sait rien, moi je sais pas ce que j'ai mal fait, j'ai essayé de faire au mieux. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans ces rapports humains plus abrasifs, on prenait pas en compte ça. Bon, maintenant, prendre en compte et ne pas rendre les choses personnelles et prendre des feedbacks pour entendre que par moment ton attitude, ton comportement, tes mots n'étaient pas adaptés, ça fait un grand bien et ça fait, voilà, tu vois, moi je viens de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un leadership survey. L'ensemble des collaborateurs directs qui me reportent, et il y en a quand même un certain nombre, m'ont écrit des commentaires ouverts, m'ont évalué. Ça va, t'as une bonne note? Non, j'ai pas du tout une bonne note. Mais non, mais c'est bien. Au contraire, ça me permet de réfléchir, de discuter, de comprendre. Plus. Tu t'es pris du feedback? J'ai pris un bon feedback, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une expression que j'adore. Tu fais bien, oui, de me la remettre en boomerang. Non, bien sûr, mais c'est pas qu'une note. Je m'arrête pas qu'à la note. J'essaie de lire les commentaires, j'essaie de comprendre. Maintenant, c'est pas évident, hein. À mon âge, l'idée de se dire, tiens, il va tout changer. On me reproche aussi ce que je suis. Donc, j'arrive, tu vois, j'essaie de prendre la part de ce qui m'est inhérent, sur lequel, de toute façon, je vais ou pas changer, ou je veux pas changer, et puis ce que je peux essayer d'améliorer. Alors, sur la question de la diversité et de l'inclusion de la diversité, quels progrès ont été faits chez L'Oréal depuis des années? Progrès, ils sont, tu sais, là, je racontais, mes équipes étaient récemment avec les partenaires sociaux.
pour montrer, je rends hommage à une femme qui travaille depuis 17 ans avec nous, qui s'appelle Dominique Meurs, qui dépend d'un institut économique qui travaille pour l'État, donc c'est complètement neutre. Elle n'a pas d'intérêt à agir, elle a mené une recherche sur une très longue période avec nous, et pas qu'en France. Bon, ben voilà, quand elle a mené ses recherches en 2007, il y avait 35% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il n'y en a plus. Bon, ça c'est, pour moi, donc ça, c'est réglé. C'est très concret. C'est réglé, c'est jamais vraiment réglé, mais il y a un travail de fond. Aujourd'hui, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, il y en avait 25. Et les gens me disent, oui, mais c'est facile pour toi, parce que le L'Oréal, c'est des produits pour les femmes. Je dis, espèce d'abruti. Quand moi, j'ai commencé il y a 30 ans, une trentaine d'années, la blague, c'était, ce sont des hommes qui font les produits pour les femmes. Voilà. Donc, Bien sûr, moi, quand j'ai intégré... les instances dirigeantes, il y avait beaucoup d'hommes. C'était que des hommes. Oui. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Alors maintenant, j'achète pas non plus l'idée de se dire, les hommes sont très inquiets, ils ont plus d'avenir. Bon, personne ne se posait la question il y a 20 ans. Ils ont tout à fait une place, et ils ont une place à parité avec les femmes. Alors là, je te parlais de diversité, tu m'as répondu parité. L'ethnicité. Ethnicité. Tout à fait. Alors nous, on fait un exercice intéressant depuis maintenant 2 ans. On a un truc qui s'appelle Self-ID, qui permet aux gens, la plupart des grands groupes ont des enquêtes d'opinion interne. Nous, elle s'appelle Pulse. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Pulse. C'est amusant. Et en fait, on demande aux gens, en plus de cette enquête, de répondre à 4 questions sur la façon dont ils se déterminent. Est-ce qu'ils se pensent un homme ou une femme? Il y a 45 000 personnes qui répondent. 200 d'entre eux nous ont dit on n'est ni l'un ni l'autre. Donc ça nous a permis de se dire, tiens, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Est-ce que tu es LGBTQI+? C'est 13% de nos collaborateurs. C'est quand même une population importante. Sur le thème du handicap, c'est pratiquement 4% de nos collaborateurs, alors que nous, on n'en compte que 2. Donc c'est-à-dire qu'on a des progrès immenses à faire en inclusion. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement la moitié des gens qui ne nous révèlent pas, de façon anonyme, elles le disent. Et puis ensuite, sur l'origine ethnique ou l'origine sociale, c'est de nouveau une dizaine de pourcents de nos collaborateurs, ce qui est important, qui nous disent je suis d'une origine ethnique ou d'une origine sociale différente. Et ensuite, nous, on creuse en fait, parce que comme on le fait dans notre enquête d'opinion, il y a des entreprises qui le font à part. Nous, on le fait dans notre enquête d'opinion parce qu'on veut comprendre si je suis une femme de plus de 50 ans, d'une origine ethnique différente, est-ce que j'ai accès, ou est-ce que mes réponses montrent que je suis formé de la même façon, que je suis promu de la même façon. Donc, tu vois, c'est toutes ces analyses qu'on fait maintenant, ça fait 2 ans qu'on les mène, pour s'assurer qu'on est aussi inclusif que ce qu'on le pense. La réponse, c'est non, donc il y a encore du travail à mener. Et l'autre chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est sur l'âge. Qu'est-ce qu'il faudrait changer encore, alors? Sur l'âge, c'est de montrer qu'on peut tout à fait être un senior dans une entreprise, employé. Tu sais, L'Oréal en France, 30% de nos collaborateurs ont plus de 50 ans, 20% ont plus de 55 ans, c'est 15% dans le monde. Vous êtes plutôt pas mal. Oui, c'est bien, mais on est très attaché à montrer qu'on peut... On a 4 générations aujourd'hui. Ce qui est très important, on a un programme qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse qui vise à aider 25 000 jeunes par an. Et on a signé des engagements sur ce qui s'appelle All Generation, sur les gens de 50. En France, ça s'appelle 50+. On est en train de le déployer dans le monde avec d'autres entreprises. Nous, on pense qu'avec d'autres entreprises, on sera plus fort pour le mener. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer à l'intérieur de l'entreprise encore pour la parole. Il faut amener plus de rôles modèles qui montrent on peut être en situation de handicap et avoir des responsabilités parce que mon handicap est invisible. Tu n'avais pas vu que je voyais mal, j'entendais pas ou que j'ai un cancer. Donc, par exemple, on bosse beaucoup sur la question du cancer. On travaille beaucoup sur l'idée d'inclure notamment des gens qui sont des réfugiés, et pas uniquement en se disant tiens, en France, je suis très touché parce qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est amusant, c'est un biais et on a tous ce biais-là. Soudainement, c'est plus facile d'intégrer des gens qui sont ukrainiens. Alors on va venir me raconter que c'est parce qu'ils ont la même religion que d'intégrer des gens qui sont éthiopiens. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est fondamentalement des humains. Et la question c'est comment je leur donne leur chance. Tu vois. Donc on travaille avec Singa, rend hommage à Benoît Hamon qui mène un travail remarquable. Avec Tent, qui est une énorme association de réfugiés. Donc, tu vois, c'est en permanence d'aller vers des nouveaux sujets qui rendent notre entreprise le plus ouverte, exigeante et performante possible. Parce que ce que je pourrais te montrer, c'est un de nos vecteurs de performance, sur 2 aspects. D'abord, parce qu'on attire des gens formidables grâce à ça, qui disent, tiens, j'ai envie de participer à cette aventure humaine. Et d'autres choses, parce que tu emmènes plus de gens qui ont des talents, des ouvertures incroyables, plutôt que de prendre tout le monde du même quartier, de la même école, du même sexe, de la même couleur, du même âge. C'est super. Ça, c'est par génération, t'es à l'école. Mais on sait aussi tous, dans nos vies, qu'on a fait des rencontres formidables parce qu'on est sorti un petit peu de notre zone de confort. Est-ce que tu pourrais donner 1 ou 2 conseils à des jeunes qui voudraient prendre l'ascenseur social? Alors, il y a un conseil formidable
qui est une phrase que tu vois pas parce qu'elle est écrite au-dessus de moi, mais elle est tellement puissante qu'elle est invisible. Cette phrase est la suivante. On a beaucoup plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Quand on est d'origine ou des classes moyennes ou d'origine modeste, on pense pas qu'il faut demander. On pense pas qu'on peut demander. Donc il faut demander. Il faut lever la main. Il faut dire j'ai envie. Je te le dis, je t'en fais part. Il faut briser ça, qui est en nous, qui pense que il y a des choses moins bien que d'autres. Mais tu vois, c'est des choses que j'ai réussi à dépasser très tôt. Mais moi, j'ai fait mes études dans un Sciences Po en province. J'ai jamais eu une espèce de complexe. Tu vois, pour moi, je voyais que c'était une différence. C'est probablement lié à un trait de ma personnalité. Je suis très insolent. Donc, ça m'amusait beaucoup plus de dire j'ai fait Sciences Po Aix-en-Provence, même si je suis ensuite venu à Sciences Po à Paris. Mais je peux vous dire que l'écart entre Sciences Po Aix-en-Provence et Sciences Po Paris, il y a 40 ans, il était abyssal. J'avais pas les mêmes référents, j'avais pas les mêmes profs. Et puis à l'époque, tu as pas d'internet, de trucs, de machin. T'as tes polycopiers, t'as des bouquins. Si les gens en face de toi qui t'enseignent sont pas du même niveau, bah, tout de suite une différence se crée. Donc voilà, moi je dis premièrement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, prenez la parole, exprimez-vous, demandez. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que tu vois, au travers de mon compte LinkedIn que je gère moi-même, j'ai plein de demandes, en fait. Plein de gens me sollicitent et donc j'essaie de trouver des solutions, des idées, de faire des connexions, de leur ouvrir de leur tendre la main parce que plus je dis ça, plus il y a un boomerang et je trouve que c'est très bien. Et puis la deuxième chose qui me semble extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on mène plein d'actions sur Oser. Bon, c'est un long chemin. Alors maintenant c'est facile, tu vas me dire c'est facile pour moi, je suis vieux, mais enfin ça fait 40 ans que je me comporte comme ça. Donc puis la deuxième chose importante, c'est d'être hyper curieux. De jamais rater une opportunité, de s'ouvrir, de regarder, de faire un pas de côté, voilà, de pas rester justement ou cantonné à une chose ou à une idée. Justement, tu vois, pour ça, pour moi, le mot confrontation est hyper positif. Confrontation, c'est pas se battre et te dire tu es le dernier des crétins, c'est plutôt aller à la rencontre de gens qui ont pas le même avis que toi, qui pensent pas la même chose, qui voient pas les choses de la même façon. Moi, c'est hyper intéressant. J'ai des débats enflammés par moments. Avec des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que moi. C'est hyper intéressant. C'est là où j'ai le plus appris d'ailleurs. Merci Jean-Claude. Merci à toi, merci pour ton travail, merci pour toutes tes écoutes. À bientôt. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.